Alors aujourd'hui, on va décortiquer un document assez révolutionnaire qui circule en ce moment, Transcendant. C'est l'œuvre d'un personnage plutôt énigmatique, Pirate Ier. Et attention, ce n'est pas juste un texte, c'est présenté comme un véritable protocole de survie pour les communicateurs à notre époque. Allez, on plonge au cœur du sujet. Dès le début, le ton est donné. Ce document n'est pas un livre, c'est un dispositif d'allumage. On comprend tout de suite que ce n'est pas de la théorie pour le plaisir de la théorie. Non, c'est un appel à l'action. C'est conçu pour avoir un impact, pour être une sorte d'arme contre ce que l'auteur appelle l'étranglement algorithmique. Voilà la question centrale, la question un peu choc qui est au cœur de toute cette philosophie. Et si l'Internet était déjà mort? Alors, qu'est-ce que ça veut dire mort? Ça ne veut pas dire vide, bien au contraire. L'idée, c'est que l'Internet qu'on croyait connaître, cet espace d'échange humain, a été remplacé par autre chose. Pour bien comprendre ce concept d'Internet mort, il faut d'abord poser un diagnostic. Le problème fondamental, selon ce document, c'est qu'Internet est complètement inondé par un bruit artificiel, un bruit synthétique. Et là, il y a une redéfinition de la censure qui est vraiment frappante. Avant, on s'imaginait la censure comme un mur qui empêche de parler. Aujourd'hui, l'auteur nous dit que c'est une inondation. On n'empêche plus les gens de s'exprimer, non. On les noie sous un vacarme de contenu synthétique, de bots, de messages sponsorisés, jusqu'à ce que leur voix devienne complètement inaudible. Pour qu'on se rende compte de l'échelle, prenons l'exemple de l'économie des créateurs. Le document cite ce chiffre, 10,2 millions. C'est le nombre de comptes aux États-Unis qui correspondent à la définition d'un influenceur. C'est une armée, une véritable armada. Mais la question est-ce que c'est une flotte puissante ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est là que la réalité frappe durement. Malgré ce nombre gigantesque, près de la moitié de ces créateurs gagnent moins de 1 000 $ par an. Moins de 1 000 $. Et seulement 12%, une petite minorité, dépasse les 50 000 $. L'auteur a une image très forte pour décrire ça. Ce n'est pas une flotte, c'est un naufrage au ralenti. Une grande illusion de succès qui cache en fait une précarité immense. Le point crucial, c'est donc cette distinction. Le problème, ce n'est plus tellement d'être shadowbanné, d'être activement réduit au silence, non. Le vrai mécanisme de suppression aujourd'hui, c'est la noyade. On n'est pas juste en compétition avec d'autres humains, on est submergé par du bruit en tant que service. Mais alors, pourquoi tout ce bruit? Est-ce que c'est un accident? D'après l'auteur, pas du tout. Pour comprendre, il faut regarder du côté des raisons systémiques, des incitations économiques qui font tourner cette machine. Cette phrase, elle est brutale, mais elle résume parfaitement le cœur du problème. Le menteur est un meilleur client. Autrement dit, les plateformes, à cause de leur modèle économique, ont plus intérêt à servir les mauvais acteurs que les créateurs authentiques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils dépensent plus d'argent. En fait, il faut comprendre que le bruit n'est pas un défaut du système, c'est le produit. Chaque interaction, qu'elle vienne d'un humain ou d'un bot, c'est une impression facturable. Le document va même plus loin et avance que Meta sait pertinemment que 15% de ses annonceurs sont des arnaques. Et au lieu de les bannir, la plateforme les surtaxe, transformant la fraude en centre de profit. C'est une sorte de racket où les voix authentiques, elles, sont doublement pénalisées. Et là, l'auteur développe une théorie fascinante, le hawala numérique. L'idée, c'est que toute cette économie de l'influence serait devenue un système parallèle pour blanchir de l'argent sale, où les likes et les vues agissent comme une sorte de monnaie de transfert. Le mécanisme décrit est simple, mais redoutable. Étape 1, de l'argent sale est injecté pour acheter de la pub et gonfler artificiellement un compte. Étape 2, la plateforme prend sa commission, légitimant au passage la transaction. Et étape 3, ce compte, devenu influent, décroche un contrat de sponsoring et hop, l'argent ressort propre. Et les créateurs authentiques dans tout ça, eh bien ils servent de camouflage humain pour que tout le système ait l'air légitime. Bon, le diagnostic est plutôt sombre. Alors que faire? C'est là qu'on passe de l'analyse au manuel de survie. Comment est-ce qu'un communicateur peut naviguer dans cet océan de bruit? Le protocole exige un changement radical de mentalité, un vrai basculement. Il faut complètement rejeter les valeurs des plateformes, la course aux chiffres, à la viralité, à la vitesse, pour adopter un système de valeurs à l'opposé, un système centré sur l'humain, la profondeur, la patience et ce qui dure dans le temps. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Par plusieurs tactiques. D'abord, abandonner cette dépendance au fil d'actualité algorithmique. Ensuite, cultiver ce que l'auteur appelle le signal long, c'est-à-dire créer des œuvres de fond qui vieillissent bien. Construire aussi un canal noir via des newsletters ou des groupes privés par exemple. Et enfin, devenir un signal fantôme, être présent sur plusieurs fronts mais sans jamais être totalement quantifié ou prévisible pour la machine. Et voici la contre-mesure ultime. L'arme la plus puissante face au bruit, ce n'est pas le volume, c'est la cohérence. Un bot peut imiter un style, bien sûr, mais il ne peut pas produire une vision du monde profonde, unifiée. C'est cette cohérence qui crée un signal que les machines ne peuvent pas répliquer et qui, au final, réussit à percer le vacarme.
On arrive maintenant à la partie finale du protocole, et c'est la plus ambitieuse. Comment on passe de la simple survie à la création de quelque chose de vraiment permanent? L'objectif est complètement redéfini. Il ne s'agit plus de courir après les métriques et la célébrité, qui sont éphémères et dictées par l'algorithme. Non, le vrai but, c'est de construire un impact culturel qui dure, de créer des idées qui voyagent sans leur auteur. Cette pyramide, elle illustre bien la hiérarchie de ce qui perdure. Tout en bas, les plateformes. Elles sont jetables, elles durent quelques décennies tout au plus. Au-dessus, les idées, les visions du monde. Ça dure des siècles. Et encore au-dessus, les archétypes et les symboles qui peuvent survivre à des empires entiers. L'idée, c'est que le communicateur souverain doit viser les couches les plus hautes, ne pas être un simple profil, mais incarné en archétype. Et on arrive au concept final, la création ultime, la graine de civilisation. Qu'est-ce que c'est? C'est un artefact culturel tellement dense, tellement cohérent, qu'il contient tout ce qu'il faut, les valeurs, la logique, le code, pour rebâtir une culture, même après un effondrement. C'est l'objectif suprême. Et on termine sur cette question qui résume finalement toute la démarche. Face à ce déluge d'informations sans valeur, le véritable enjeu, ce n'est plus de produire plus, mais de distiller un signal si pur, si essentiel, qu'il a le potentiel de germer dans le futur. C'est le grand défi que nous lance Transcendant.